je compte beaucoup sur mes collègues de l'université qui l'ont porté, qui le portent, et je compte également sur nos partenaires, sur nos collègues, aussi bien nationaux qu'internationaux. Je vous souhaite un très bon congrès. Nous attendons vos recommandations pour les prendre en considération. Comme je vous ai dit, les sciences humaines et les langues, c'est une priorité de l'université. Donc vos recommandations de cette rencontre seront d'une grande utilité pour nous. Et aussi, profiter de cette occasion pour nouer des collaborations avec les différents partenaires au niveau national et international. C'est aussi le congrès sert à un échange et à une consolidation des relations sur ces spécialités extrêmement importantes. Aussi, à part le fait de développer la collaboration, de réfléchir sur justement l'évolution d'un tel congrès, d'un tel événement, pour qu'elle soit un événement annuel, mais il y a une dimension académique, scientifique, au niveau national et international. Donc je vous souhaite un bon congrès et c'est un plaisir d'être parmi vous, malgré aujourd'hui c'est une journée trop chargée. Il y a 4 événements maintenant à l'université, donc je devais assurer tout cela, mais je tenais à être parmi vous. Je vous souhaite le soutien et l'inconditionnel qu'il a toujours eu, et de manière concrète, objective, qu'il a toujours eu et fait pour l'ensemble des disciplines, notamment les sciences humaines et sociales. Je remercie toute l'assistance, quel que soit le mérite. Mais il y a le vrai texte, c'est sur rassemblement. C'est-à-dire, nous, la communauté scientifique, hasard, dans le cadre de la langue française, que ce soit une discipline, qu'il s'agisse de la littérature, de la linguistique, de la communication. Alors, je pense, c'est un petit rêve fantaisiste qui était au départ, mais qui a eu, si vous voulez, tous les ingrédients possibles, tous les efforts possibles pour qu'il puisse se transformer, si vous voulez, en un instant concret, celui que nous vivons aujourd'hui. Et je remercie chaleureusement, bien sûr, tout le staff pédagogique et administratif qui était derrière ça. Peut-être que je tiens à nommer particulièrement Simène parce qu'au départ, il est de quelque chose de bon, mais qui puisse fédérer l'ensemble des enseignants de français. Et puis, ce qui est important pour nous en tant que chercheurs, c'est vrai, ça nous interpelle, ça nous concerne. On pourrait insister, mais le fait qu'il ait insisté, bien sûr, sous les recommandations de M. le Président, à ce que ce travail se concrétise, je pense que c'est un élément qui trouve également leur réalisation très proche à l'issue de ce travail, je dirais, extraordinaire. Alors, par rapport à la thématique, nous allons commencer par, si vous voulez, interroger tout d'abord l'aspect socio-historique de l'enseignement, je pense, des langues, qui va être lancé par le professeur Raj. Et tout de suite, bien sûr, on passera à une autre thématique qui pourrait être partagée par deux chercheurs, à savoir, si vous voulez, le rapport existant entre l'IA et l'intelligence humaine, n'est-ce pas? Et puis, il y aura les pratiques actuelles, je dirais, de l'enseignement qui puissent s'objectiver à travers ce qu'on appelle gaming éducation. On a commencé une petite discussion entre professeurs. Et la discussion a fait émerger une réalité, je dirais, bizarrissime, c'est vrai, mais peut-être à l'époque, c'était presque là. C'est qu'aucun des professeurs qui étaient sur la table ne savait manipuler un ordinateur. Encore moins être initié par l'informatique. Autrement dit, nous étions dépassés, largement dépassés, par le savoir de nos élèves que nous avions la tâche d'encadrer.
là, je me suis posé une question. Après, bien sûr, on a décidé de s'acheter des ordinateurs et de commencer pour s'échapper à l'ignorance. Je me suis posé cette question et je me suis dit, mais bon voilà, que vaut ma sagesse devant le savoir, pouvoir des élèves? Qui suis-je? Est-ce que le savoir que je détiens, est-ce qu'il est adéquat, approprié à la situation dans laquelle j'étais en tant qu'enseignant? Dans les années 80, les années 90, la mission de l'enseignant était claire, c'est enseigner. Maintenant, c'est plus le cas. L'enseignant est tuteur, il est coach, il est animateur, il est coproducteur, il a un tas de casquettes qu'il a du mal à se positionner par rapport à sa mission. Et je dis de la caverne de Platon. Et je suppose que vous connaissez l'allégorie, l'histoire de ces hommes enchaînés dans une caverne et qui tournaient le dos à la porte, je dirais, à la brèche de la caverne, et ils ne voyaient que les ombres. Ils voyaient l'ombre d'un arbre et ils croyaient que c'est la réalité. Ils voyaient le reflet du soleil, ils croyaient que le reflet du soleil, c'est le soleil. Et ils voyaient donc le gazouillis des oiseaux, ils croyaient que ce sont eux. Donc, ils vivaient dans une double, bien sûr, réalité qui n'est pas forcément une vérité. Et là, franchement, quand on se pose ce genre de questions par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est qu'on essaiera de voir un peu, est-ce que moi, avec mon savoir, est-ce que je suis dans l'ombre ou je suis dans la lumière? Où est la vérité? Est-ce que c'est ce que je faisais en tant qu'enseignant, ou c'est ce que savaient les élèves et les étudiants maintenant? Est-ce que moi j'étais dans l'ignorance ou bien j'étais dans la connaissance? Est-ce que j'étais emprisonné ou bien j'étais libre? Parce que finalement, les hommes de la caverne étaient des gens emprisonnés. Et ils croyaient qu'ils étaient libres. C'est le cas d'enseignants aujourd'hui, je crois, dans tous les cycles. Heureuse. Je considère que l'université, ça représente le monde réel. Et le monde invisible, c'est ce qui se passe dans les coulisses et que nous, on ignore. Parce que finalement, qui d'entre nous avait connaissance de ChatGPT avant la dernière? Je crois que l'explosion de ChatGPT se fait d'une manière brusque, invisible, très forte et très furtive. Personne n'était préparé à ça. Et soudain, donc, on voit ChatGPT qui surgit et qui nous donne donc un bâton magique, je ne suis pas sûr, mais quelque chose de magique. Quelque chose de magique. Alors, si on veut comprendre l'université en tant qu'espace géolocalisé, parce que quand on parle du numérique, qui agissent dans le cadre du numérique, personne ne le sait. Pourquoi? Parce que c'est très sécurisé. C'est très sécurisé. On ne peut pas le faire. Donc, il y a une typologie d'espace numérique qui a été faite par des chercheurs et le temps ne nous permet pas de les énumérer maintenant. Donc c'est là où se construit la connaissance de l'espace. Pendant le coronavirus, donc nous avons tous été surpris par Corona d'abord, mais par des choses qui commencent à sortir et on n'en avait pas beaucoup de connaissances. Je parle de moi, par exemple. Et de la collecte de données ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la collecte d'idées, d'informations liées à ces comptes informatiques. Alors, bien sûr, ces éléments-là se contredisent avec l'universalité, parce que le propre de l'universalité, c'est quoi? C'est les valeurs, c'est les droits de l'homme. Les représentants de l'université sont premiers pour cette invitation, ainsi que ce Hatch d'un terme très actuel, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle, on peut l'appeler comme ça, dans les classes de langue, pour l'apprentissage de la langue française. Alors, pour une fois aussi, je vais plaider la cause de l'utilisation du smartphone en classe, parce que d'habitude, en tant que prof, je suis en train de l'interdire, etc.
l'importance aussi de sensibiliser les étudiants de FLE à utiliser correctement les registres de langue. Je dirais important parce que tôt ou tard, ils seront amenés à être dans un contexte où ils vont devoir choisir quel registre de langue choisir avec la personne avec laquelle ils communiqueront, qui sera francophone. Donc, le langage SMS, il s'est révélé très important dans nos classes de langue parce qu'il a été une passerelle unique qui a permis aux étudiants d'accéder à différentes nuances du français, aux différents registres, et il les a mis surtout dans une mise en situation authentique. Parce que, comme je viens de dire, tôt ou tard, ils sont amenés à communiquer dans un contexte francophone et savoir choisir quelles 5 séances de cours qui ont été essayées avec 4 promotions différentes, donc sur 4 années. Chaque séance durait 1h30 et elle avait des objectifs précis. B1. Dans la première séance, nous avons introduit l'argot, donc d'un point de vue de la théorie, mais aussi ils ont pu amplifier. Dans la troisième séance, ils ont découvert ce qu'est le langage SMS. Donc ici, on a vraiment commencé à les SMS alphabétiser. Le cours il était partagé en 2 parties. Dans la toute première, on leur a donné un SMS à décoder. Donc c'était assez intéressant parce qu'ils n'ont rien compris, en fait, avec les abréviations. Et après leur avoir demandé comment ils se sentaient, en fait, par rapport à cette phrase-là, qu'ils n'arrivaient pas à décoder, ils ont dit, on est passé vraiment aux aspects théoriques de ce qui est le langage SMS. Et on leur a donné différents exemples que je vais montrer ici. On peut voir différentes phrases qui ont été prises dans des contextes de SMS. Ils ont aussi pu s'exercer à travers une bande dessinée et convertir des phrases en langage SMS, du langage SMS au français standard. Voilà. Et dans la toute dernière séance, je les ai partagés en groupe WhatsApp. Donc, ils devaient communiquer en langage SMS. Et moi, en tant que professeur, j'avais le rôle de corriger ce qui est de syntaxe. Ici, comme vous pouvez voir, il y a différents exemples de communication WhatsApp. Donc, comment fonctionnaient les échanges? Ils s'invitaient mutuellement à sortir à Nice. Donc, aller boire un verre, aller visiter quelque chose, tout en utilisant le langage SMS. On a terminé cette séance avec le visionnage du sketch de Gad Elmaleh, Smiley SMS, MSN, Facebook, pour donner une information un peu drôle et conclure ce thème en beauté. Et puis on a aussi collectionné l'avis des étudiants. Donc, puisqu'il s'agissait de 4 générations, aussi les résultats ils étaient très différents entre eux. Les 3 premières générations de promotion ont donné un retour positif. Donc ils ont bien aimé cette tâche, ils ont bien aimé la thématique, ils ont bien aimé voir quelque chose, un thème qui n'est pas généralement abordé en classe de langue, alors que la toute dernière, c'est-à-dire la promotion 2023-2024, il y avait un avis plutôt réservé, voire négatif, et ils ont dit que malheureusement ils ne trouvaient pas ça pertinent du tout, vu que WhatsApp il avait un dictionnaire intégré. Donc
L'idée positive pour eux, c'était d'apprendre du vocabulaire. Donc, par exemple, l'argot ou le verlan qu'ils ne connaissaient pas et qui serait très utile dans des chansons ou dans des films qu'on a vus par la suite.